Mes salutations. Nous allons commencer une série documentaire intitulée « Le chemin de croix de Kizito Mihigo ». Le chemin de croix de Kizito Mihigo est la vie qu'il a vécue à partir de mars 2014 lorsqu'il a sorti une chanson intitulée « La définition de la mort » jusqu'en février 2020, date à laquelle il a été assassiné. Il s'agit d'une série en 4 parties, et celle-ci est la première partie de la série. Cette note est enregistrée le 6 octobre 2016. Je m'appelle Kizito Mihigo, je suis détenu dans la prison centrale de Kigali, officiellement nommée prison de Nyarugenge et communément connue sous le nom de 1930, année de sa construction. Cette série est composée des voix de Kizito Mihigo provenant d'audios secrets qu'il a soumis pendant son incarcération au Rwanda. Il y aura également des commentaires et des analyses basées sur des conversations tenues avec lui pendant l'emprisonnement et les années qui ont précédé. Vous vous demandez peut-être comment avons-nous obtenu ces audios pendant qu'il était emprisonné. En 2016, après 2 ans de sa peine de 10 ans, Kizito nous a écrit via Internet pour nous remercier de l'avoir défendu dans les médias internationaux. Il était reconnaissant que nous ayons compris et continué à plaidoyer contre les injustices dont il souffrait. Il nous a encouragés à continuer et nous avons gardé le contact autant que possible. Bien qu'il fût difficile de mener de telles conversations en prison, chaque fois qu'il en avait l'occasion, il nous racontait l'épreuve qu'il avait subie, y compris la torture. Je lui ai demandé en octobre 2016 de documenter ce qu'il avait subi, et il a accepté, car il n'était pas sûr qu'il survivrait aux conditions de son emprisonnement. Il a accepté d'utiliser des notes vocales ainsi que des messages écrits, et a demandé que nous les libérions si quelque chose lui arrivait. Nous avons commencé à recevoir ces audios et écrits en 2016, jusqu'en 2017. Puis, sommes restés en contact une fois qu'il a été libéré en 2018. Sans plus tarder, commençons le chemin de croix de Kizito Mihigo. Au mois d'avril 2014, après avoir composé et sorti une chanson chrétienne, j'ai été enlevé, détenu et accusé de complot et conspiration contre le pouvoir en place et le président de la République. En effet, le 5 mars 2014, j'avais sorti une chanson intitulée Igisobanuro cy'urupfu, traduction, explication de la mort, et je l'ai postée sur ma chaîne YouTube, sur mon site personnel, ainsi que sur le site officiel de ma fondation. Dans les jours suivant la sortie de cette chanson, j'ai subi des insultes, des menaces et des messages me prévenant que quelque chose de mauvais allait m'arriver. J'ai aussi été contacté à plusieurs reprises par des officiels gouvernementaux, dont le ministre de la Culture, le chef de la CID, Criminal Investigation Department, le chargé de la Culture au ministère de la Défense, le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, CNLG, ainsi que la présidence de la République. En effet, le 17 mars 2014, lors de son discours pendant les cérémonies de collation de grade aux officiers de police, le président Kagame avait déclaré que, je cite, « Je ne suis pas un chanteur pour faire plaisir aux ennemis du pays ». La chanson est sortie en mars 2014 et est devenue un grand succès parmi les Rwandais du monde entier. Des responsables gouvernementaux mécontents ont commencé à le poursuivre et l'ont agressé verbalement. La situation s'est empirée jusqu'au moment où le président de la République a fait des remarques arrogantes sur la chanson lors d'un événement pour la remise des grades aux policiers qui venaient de terminer leur formation. Le 1er avril 2014, ce soir, j'ai été invité par la directrice de cabinet du président et le rendez-vous a eu lieu dans les bureaux du président du Sénat. L'actuel président du Sénat, à l'époque, il était vice-président du Sénat. Tous les deux m'ont dit que le président n'avait pas aimé ma chanson
et que je devais lui demander pardon dans une lettre et que je devais aussi demander pardon à la population qui avait été soi-disant choquée par ma chanson. Lors de ce rendez-vous, j'ai essayé d'expliquer en vain que ma chanson n'avait pas été composée pour faire du mal à qui que ce soit, mais que c'était un message chrétien qui apprenait aux gens le pardon, la compassion et la réconciliation. La directrice de cabinet et le vice-président du Sénat m'ont dit que si je ne faisais pas ce qu'ils m'avaient dit, j'étais mort. Alors j'ai fait ce qu'il m'avait dit, à savoir demander pardon au président dans une lettre et demander pardon à la population à travers les médias. La directrice de cabinet m'avait rassuré que, après avoir fait ce qu'il m'avait demandé, il n'y avait plus de problème outre mesure. Les fonctionnaires du gouvernement qui l'ont convoqué en avril se sont adressés à lui de manière agressive et l'ont agressé verbalement à propos de la chanson. Ils lui ont également dit que le président était mécontent de la chanson et qu'il devait s'excuser dès que possible. Il a accepté, mais cela ne s'est pas arrêté là. Mais le 6 avril 2014, entre 10h et 11h du matin, lorsque j'étais en voiture avec mon chauffeur, arrivé dans les feux rouges sur la route entre le siège du Parlement et le siège de RDB, RDB c'est Rwanda Development Board, une personne m'a surpris et a ouvert brutalement la porte de ma voiture qui n'était pas bloquée. C'était un officier de police en fait que je connaissais. Il m'a obligé de quitter ma voiture et de monter la sienne. Je suis monté dans sa voiture et sa voiture était conduite par un autre officier que je connais aussi. Il m'a confisqué mon téléphone tout de suite et il me disait qu'on allait voir un de leurs supérieurs qui voulait me rencontrer. Mais on n'est pas allé voir ce supérieur-là, en fait. En revanche, nous avons fait plusieurs tours dans la ville de Kigali pendant plusieurs minutes et j'ai fini par être amené au centre de police de Gikondo, communément appelé chez Gachinya. Je suis resté chez Gachinya pendant au moins 30 minutes, assis dans une salle de conférence, sans que personne ne me demande quoi que ce soit. Et quand j'essayais de poser des questions, on ne me répondait pas. J'ai été ensuite remis dans la voiture et nous nous sommes dirigés vers Kijukiro. Au cours du chemin vers Kijukiro, nous avons été rejoints par deux personnes habillées en civil. Ils sont montés dans notre voiture et l'un s'est assis à ma gauche et l'autre à ma droite. La voiture a ensuite continué vers la forêt de Nyanza. Nyanza, c'est une localité située dans la banlieue de Kigali, vers Bugesera. Je suis resté assis dans cette voiture, garée dans la forêt, entouré par les gens que je ne connais pas et qui ne me parlent pas, depuis les heures de midi jusqu'à 20h du soir. Vers 18h, j'ai pensé que ces gens voulaient me tuer. Dans cette forêt, en fait, ils allaient me tuer dans cette forêt et la population, à mon avis, elle allait découvrir mon corps le lendemain, le 7 avril. Alors j'ai dit, si le problème était ma chanson, j'ai dit que j'en avais parlé avec la directrice de cabinet du président et avec le vice-président du Sénat. Quelques instants après, la voiture a quitté la forêt et on m'a conduit au bureau du vice-président du Sénat encore, où j'avais rencontré la directrice de cabinet et le vice-président du Sénat. Et ce jour-là, j'ai retrouvé les mêmes personnes, mais avec une troisième personne qui était le commissaire général adjoint de la police. Ils m'ont dit que, en plus de la chanson qu'on m'avait accusé, qu'ils avaient trouvé dans mon téléphone une discussion par WhatsApp avec quelqu'un de l'opposition. Et c'était vrai, en fait. J'avais eu une conversation avec quelqu'un de l'opposition et dans cette conversation où on critiquait le gouvernement, on critiquait vraiment fortement le gouvernement et je savais que le gouvernement rwandais n'aime pas ça.
Mais pour moi, c'est pas un crime de critiquer le gouvernement. Soit. Comme vous venez de l'entendre, il a été enlevé et détenu pendant environ 8 heures dans une forêt. Aucun de ses ravisseurs ne lui a parlé pendant cette période entre midi et 20 heures. Lors de cette deuxième rencontre dans le bureau du vice-président du Sénat, j'ai été insulté donc, par les 3 personnes et menacé de mort. J'ai demandé pardon et on m'a dit que je devais continuer à demander pardon, mais que cette fois-là, il n'était pas sûr si le pardon allait m'être accordé. J'ai ensuite été remis en voiture et on m'a mis un sac noir sur la tête, un sac qui me couvrait la tête. La voiture roulait, mais je ne pouvais pas savoir où on allait. Quelques minutes après, je me suis retrouvé dans une chambre avec un lit, une chambre dans une maison d'habitation, et j'y suis resté pendant 9 jours. J'étais menotté jour et nuit. Je mangeais une fois par 2 jours, une fois dans 2 jours. Jusqu'au jour où je vous parle, je ne sais pas encore où se trouve cette maison, car on me couvrait la tête avant d'y entrer et avant d'y sortir. Dans cette maison, j'ai subi beaucoup d'interrogatoires très musclés. Le 10 avril, par exemple, c'est-à-dire 4 jours après mon enlèvement, j'ai été amené dans le bureau du commissaire adjoint de la police, Dan Munyuza. J'ai été battu par les officiers de police qui étaient là. J'étais allongé par terre et on me frappait sur les fesses. J'ai ensuite été amené dans la salle de la primature où j'ai rencontré beaucoup de dignitaires du gouvernement. Eux aussi m'ont posé beaucoup de questions à propos de ma chanson et à propos de cette discussion WhatsApp avec le membre de l'opposition. Je suis resté dans la maison secrète dans laquelle j'étais logé jusqu'au 15 avril, c'est-à-dire 9 jours. Par la suite, il a appris que ses ravisseurs avaient prévu de le tuer dans cette forêt et de le laisser là, parce qu'ils ne pouvaient pas l'amener devant la justice à cause de sa chanson. Cela aurait semblé ridicule. Mais les ravisseurs n'avaient pas l'ordre final, ni les détails de quoi faire exactement et comment le tuer. Ils ne savaient pas s'ils devaient l'enterrer, brûler son corps ou quoi faire d'autre avec son corps. Ils devaient également inventer une histoire à raconter après l'avoir tué. Ils ont donc attendu 8 heures pendant qu'il était assis dans la voiture en attendant. Pendant ce temps, ceux qui lui avaient arraché son téléphone ont découvert une conversation sur WhatsApp avec un membre de l'opposition au gouvernement. Ils se sont réjouis d'avoir trouvé quelque chose qu'ils pouvaient utiliser pour le réprimer et le poursuivre, l'emprisonner et le faire payer. C'est à ce moment-là qu'ils ont quitté la forêt et l'ont emmené au bureau du vice-président du Sénat, où il a rencontré Inès Ambara, Bernard Makuza et Dan Munyuza. Il a été verbalement maltraité et également physiquement battu pendant qu'il était couché. Ensuite, ils l'ont emmené dans une maison de détention secrète et l'ont illégalement détenu. Le jour où la police m'a montré aux journalistes, en fait, c'était le 15 avril, le commissaire adjoint de la police est venu me voir et m'a dit que si je continue à demander pardon et à plaider coupable dans tout le reste de mon parcours, c'est-à-dire en fait dans le procès, et que les choses allaient devenir faciles, mais que si je cherche si je plaide non coupable et que je cherche à dénoncer les injustices qui m'avaient été commises, eh bien, on allait me donner la perpétuité et j'allais mourir en prison. Ça, c'est le commissaire adjoint de la police qui me l'a dit le 15 avril, avant d'aller devant les journalistes. Donc, il m'a dit, continue à tout accepter et à plaider coupable et à demander pardon. Là, les choses deviendront faciles. Sinon, si tu cherches à entrer en bras de fer, à
plaider non coupable et à dénoncer la torture et autres pratiques illégales, eh bien, on te donnera la perpétuité et tu mourras en prison. J'ai respecté le deal. Et devant les médias et devant le juge, j'ai demandé pardon, mais ça ne m'a pas empêché quand même de dire que je n'ai fait que discuter avec quelqu'un. La chanson, elle n'est pas venue au procès, on n'a pas amené la chanson au procès, mais je sais que c'est vraiment le nœud de l'affaire. C'est pour cette chanson que j'avais été arrêté, même si on n'avait pas trouvé cette conversation, j'allais rencontrer des problèmes avec j'avais déjà commencé à connaître des problèmes à cause de cette chanson. Le 15 avril, après avoir rencontré les journalistes, j'ai été présenté au procureur sans avocat. Et le procureur m'a donné 1 jour pour avoir trouvé l'avocat. Après 9 jours dans la maison de détention secrète et de torture, où il a été nourri 1 fois tous les 2 jours, battu et interrogé, il a été amené devant les médias et il a reconnu toutes les accusations dont il était accusé et s'est excusé, comme il l'avait promis pendant sa torture. Durant le procès, j'ai plaidé toujours coupable, comme j'avais promis. Et le 27 février 2015, le verdict est tombé et la haute cour a décidé que je devais faire 10 ans de prison. Tous les crimes qu'on m'accusait, il a dit que j'étais coupable de tous les crimes sauf la complicité dans le terrorisme. Ça, je n'ai pas été coupable de ça. Dans les 30 jours qui ont suivi le verdict, j'ai fait appel à la Cour suprême et j'attends toujours la convocation de la Cour. Il a été jugé et condamné à 10 ans de prison. Par après, il a fait appel dans les 30 jours. Vous vous demandez peut-être pourquoi il a admis toutes les accusations devant le tribunal, puis a fait appel. Mais rappelez-vous qu'on lui avait dit que s'il admet toutes les accusations et qu'il s'excusait, il serait condamné à une peine légère ou libéré. Donc il s'est rendu compte qu'il lui avait menti et a décidé de faire appel. Malgré son appel, les responsables du gouvernement rwandais ont continué à poursuivre Kizito. Cette note est enregistrée le 8 février 2017 à la prison centrale de Kigali, appelée 1930. Je suis Kizito Mihigo, détenu ici depuis le mois d'avril 2014. Récemment, précisément le 21 janvier 2017, j'ai reçu la visite du commissaire général de la police, M. Emmanuel Gassana, qui est venu me voir ici et je l'ai rencontré seul dans le bureau du directeur de la prison. Il m'a dit que la raison de sa visite était de savoir si j'avais un message à transmettre au plus haut responsable du pays. Je lui ai dit que le seul message que j'avais, c'était de demander pardon et de demander de retourner dans la société, dans la vie active et pouvoir continuer mes activités. Il m'a posé quelques questions à propos de mon dossier judiciaire, notamment pourquoi j'avais osé discuter avec un membre de l'opposition, ce qui est en fait la raison officielle de mon emprisonnement. J'ai dit que j'étais frustré, je n'étais plus d'accord avec certaines pratiques du gouvernement et que moi-même j'avais eu des conflits avec certains responsables politiques. Il m'a demandé s'il n'y avait pas un autre moyen de résoudre ces problèmes qui n'est pas de discuter avec l'opposition. J'ai répondu que je ne faisais plus confiance aux gens du gouvernement et que voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui me comprend. Il m'a demandé si je voulais que le président de la République m'accorde le pardon ou m'accorde une grâce présidentielle. J'ai dit que tout à fait, je voulais que je sois pardonné, mais aussi que je sois autorisé de continuer mes activités en tant qu'artiste chrétien qui œuvre pour la paix et la réconciliation. Je lui ai expliqué qu'en œuvrant pour la paix et la réconciliation en tant qu'artiste, musicien, je soutiens le gouvernement dans son programme ou dans sa mission de réconciliation nationale qui est la leur, mais aussi qui est la mienne.
Voilà, après une dizaine de minutes, le commissaire général est parti sans me dire au revoir, comme il était venu sans me dire bonjour. Je n'ai pas su vraiment pourquoi il était venu et je n'ai pas su celui qui l'avait envoyé. Voilà, merci. Le chef de la police, Emmanuel Gassana, est allé voir Kizito Mihigo en prison, avec une mission pour voir s'il était toujours en colère contre le gouvernement. Il a constaté que Kizito n'avait pas changé. Ce qui est évident, c'est que le gouvernement voulait qu'il s'excuse parce que le gouvernement subissait tellement de pression internationale pour le libérer. L'opinion internationale était que Kizito était innocent et devait être libéré. Le gouvernement avait besoin d'un moyen de sauver la face et voulait faire croire que Kizito s'était excusé. C'est ce que le chef de la police, Emmanuel Gassana, est venu faire. Après la visite du chef de la police, le chef de la prison a convoqué Kizito à plusieurs reprises et lui a dit que les ordres qui venaient d'en haut et la visite du chef de la police Gassana étaient de lui demander de s'excuser. Kizito a accepté d'écrire la lettre, mais a été refusé à 2 reprises, car, apparemment, d'après le chef de la prison, ces lettres n'étaient que ses propres leçons au gouvernement de la façon de mener la réconciliation, et par conséquent, les lettres de Kizito étaient rejetées. Ils lui ont dit que ces lettres devaient simplement demander grâce. Il a écrit une 3e lettre qui était acceptable. Mais en vérité, légalement, le président de la République ne peut pas le mettre sur la liste des personnes graciées, alors qu'il avait encore une affaire pendante en appel. Par conséquent, ils lui ont demandé d'annuler son appel. Après une longue réflexion, Kizito a décidé d'annuler son appel. D'ailleurs, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de véritable justice, étant donné les injustices généralisées qu'il connaissait très bien. Au cas échéant, en poursuivant le processus d'appel, il courait le risque que le gouvernement augmenterait sa peine à 20 ou 30 ans. Après l'annulation de son appel, le président a pu le pardonner légalement. Il a été libéré avec des milliers d'autres prisonniers. Ce qui est évident, c'est que le gouvernement ne voulait pas libérer Kizito, mais la pression internationale les a obligés à le libérer. Et vous citez quelques noms des personnes que j'ai rencontrées pendant tout ce chemin de croix. Le ministre de la Culture s'appelait Prote Mitali. Le chef de la CID s'appelait Théos Badege. Le chargé de la Culture au ministre de la Défense s'appelait Gérard Nyirimanzi. La directrice de cabinet du président s'appelle Inès Mambara. Le vice-président du Sénat s'appelait Bernard Makuza. Il est actuellement le président du Sénat. L'officier qui m'a enlevé, qui est entré brutalement dans ma voiture, c'était le Chief Inspector of Police, Athanase Ruganinwari. Son collègue s'appelait Aphrodis. Le commissaire général adjoint de la police, c'est Dan Munyuza. Et le secrétaire exécutif de la CNLG, la Commission nationale de lutte contre le génocide, s'appelait Jean de Dieu Mucho. Vous venez d'entendre les noms de ceux qui faisaient partie de diverses personnes qui ont torturé Kizito mentalement ou physiquement. Parmi eux, il y a Prote Mitali, qui était ministre de la Culture et a maintenant fui le même gouvernement qui l'avait aidé à torturer Kizito et serait désormais en Belgique. Théos Badege, qui était le chef du renseignement, CID. Il est actuellement basé en France et travaille pour Interpol. D'autres, comme Gérard Nilimanzi, Inès Ambara, Bernard Mancusa, les policiers qui l'ont arrêté sont Athanas et Aphrodis. Il y a aussi Jean de Dieu Mucho, qui est décédé depuis. Pendant la détention illégale, j'ai aussi rencontré le général James Kabarebe, le général Freddy Bingira, le général Jacques Nziza, le général Karenzi Karake, le docteur Jean-Pierre Dusingizemungu, le président d'Ibuka, le businessman Gatera Egide et beaucoup d'autres. Essayez de comprendre la gravité de torture qu'il a subie dans sa maison de torture de détention secrète par certaines des personnes de renom en violence au Rwanda, y compris les généraux James Kabarebe, Jack Nziza, Fred Ibindira, Karenzi Karak, le colonel Dan Munyuza et d'autres connus pour leur violence.
C'est aussi surprenant et on se demande ce qu'un homme d'affaires comme Ejide Katera, un rescapé du génocide contre les Tutsis comme Kizito, faisait à cet endroit. Pour moi, ce que je peux dire comme commentaire, c'est que mon procès est un procès très très politique, avec des preuves fabriquées. Par exemple, mes co-accusés, je ne les connaissais pas vraiment. Je ne connaissais que Cassien en tant que journaliste, mais les autres, je ne les connaissais pas. Je trouve qu'il n'y a pas du tout de connexité dans nos cas, mais il fallait que ces co-accusés viennent pour que je sois coupable. Et l'un d'entre eux, celui qui s'appelle Jean-Paul, l'a dit devant le juge. Il a dit que la police l'a torturé en essayant de le convaincre, en lui disant que il faut qu'il plaide coupable pour que Kizito soit coupable. Il a dit ça devant le juge lors du procès d'Alphon. Je trouve que c'est un procès politiquement motivé et avec des charges fabriquées et dans lequel la procédure pénale n'a pas été respectée et avant lequel il y a eu beaucoup de pratiques illégales, de la torture, des détentions illégales, l'enlèvement, non pas l'arrestation, mais l'enlèvement parce que normalement, quand tu es arrêté, on te dit pourquoi tu es arrêté, on te montre un mandat, etc. Mais ça n'a jamais été le cas dans notre dossier. Il est vrai que le procès de Kizito était une affaire mise en scène dont le but était de se venger du président qui avait détesté la chanson de Kizito, La définition de la mort. Dans la chanson elle-même, Kizito raconte des vérités gênantes. Il a chanté la vérité que le président du Rwanda n'a pas du tout appréciée. Cette vérité est qu'il y a eu un génocide contre le peuple Tutsi au Rwanda et des massacres contre d'autres Rwandais tués dans des crimes qui ne sont pas qualifiés de génocide, par conséquent faisant référence aux crimes commis par les troupes du président Kagame, ce qui est une vérité que le président ne voulait pas entendre. Kizito a déclaré que toutes les histoires de souffrance des Rwandais devaient être entendues pour que le pays soit réconcilié et pour construire un Rwanda plus lumineux avec une paix durable. C'est le message que le président n'a pas aimé. Cette partie se termine ici. La deuxième partie couvrira les 4 années que Kizito Mihigo a passées en prison et sa vie au cours de ces 4 années. Avant de m'arrêter, je voudrais remercier les membres du gouvernement rwandais qui ont partagé leur histoire de torture et d'autres pratiques malfaisantes du gouvernement. Nous vous remercions et nous vous assurons que vos messages sont sécurisés et ne seront diffusés que le moment opportun. Les informations seront utilisées dans l'avenir quand nécessaire. Nous demandons également aux Rwandais du monde entier de prendre la parole et de partager vos messages avec nous afin que nous puissions aider à les rendre publics en cas de besoin. De cette façon, ce sera une leçon pour tout le monde qui mènera finalement à un Rwanda qui respecte les droits de l'homme, les libertés et un Rwanda marqué par une paix durable. kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko